C'est à Lyon, la ville aux deux fleuves, que notre invité, Jean-Yves Loud, a vu le jour pour la première fois en 1950. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres, dont Coup de tête à Sao Tomé, Pépites brésiliennes, etc. Avec Jean-Yves, nous allons partir sur la trace de Keita, héros narrateur de son livre dit pour la jeunesse, Les poissons viennent de la forêt, paru aux éditions Belin en 2011. Jean-Yves Loud, bienvenue en altitude. Merci. Je me sens très très bien en altitude, bien. Vraiment. Jean-Yves, je vois que ça t'a un peu interpellé, le fait que je t'ai présenté comme un auteur qui est né pour la première fois en 1950. C'est pas mal ça. Parce que oui, j'ai l'impression que j'ai passé une jeunesse très tranquille à Lyon et que je suis né une seconde fois quand à 20 ans j'ai décidé de partir en voyage. J'ai attrapé une très très grave maladie dont on ne se remet jamais. C'est la fièvre du voyage. La fièvre du voyage. Je ne connais pas cette fièvre. Ah oui. La fièvre jaune, oui. La fièvre... Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Bon, moi je fais partie de cette génération, après la guerre, après les indépendances, où j'avais envie de vivre différemment de mes ancêtres, de mes grands-parents, qui n'avaient pas considéré les autres. Oui, il y avait les colonisés, il y avait même ces bons sentiments d'apporter la civilisation, ce rôle-là. Nous, on en était fatigués de ça. Nos héros, c'était les Noirs américains. Tu étais déjà presque syphilisé par ça. Ah oui, non, ça, oui, ça elle est très bonne. Elle est très bonne, oui. Oui, moi, j'avais envie de voir le monde, d'aller voir les autres, n'avoir plus de barrières, d'aller vérifier ce qui était dans les livres d'histoire et de géographie. Donc, c'est vrai, je suis né une seconde fois à l'âge de 20 ans quand j'ai fait mon premier voyage initiatique en Inde, vers les Himalayas, donc oui, bienvenue en altitude. Moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie dans les Himalayas. Et là, ça a changé ma vie. Et là, j'ai eu l'impression que ma vie serait faite de témoignages, témoigner. Là, il y a un auteur sud-africain qui s'appelle Breitenbach qui disait que le grand progrès de la civilisation, hein, c'est pas quand l'homme marchera sur la Lune, mais quand un homme de Soweto pourra marcher vers le centre de Johannesburg et quand un homme du centre de Johannesburg pourra marcher vers un homme de Soweto. C'est ça le vrai progrès. C'est ça, le grand progrès. Et Paul Nizan disait que la seule façon de voyager, c'était de marcher vers l'humain. Bon, voilà, on est de cette génération-là et on est quelques-uns à avoir été mordus par ce virus du voyage pour aller vérifier comment les peuples répondaient aux questions les plus fondamentales de la vie, pourquoi on est, pourquoi on meurt. Mais moi, ça m'intéressait parce que je me suis dit, le robinet de ma culture n'est pas le seul. Il y en a partout des robinets où on peut s'abreuver, on peut boire à des histoires, on peut boire à des cultures. Et c'est comme ça. Puis en plus, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme à 20 ans, à l'âge de 20 ans. Elle avait la même maladie que moi. Alors on a voyagé pendant, maintenant ça fait 40 ans, ensemble. Et un homme et une femme qui voyagent ensemble, c'est bien pour découvrir les peuples qui sont faits d'hommes et de femmes. Et si je comprends bien, en tant qu'auteur, est-ce que des auteurs comme Nicolas Bouvier, auteur de l'usage du monde, qui est suisse comme ta femme, oui. Est-ce que ça fait partie aussi de de tes satellites, de tes pas tout de suite, antennes? Pas tout de suite. Nous, on a été marqués par l'ethnologie et les ethnologues qui avaient fait le choix de bien écrire, parce que l'université, quelquefois, ça tue la capacité d'écrire. Mais il y a eu des ethnologues, des grands, Ségalen, Lévi-Strauss, tout ça, des gens qui écrivaient bien, qui avaient le respect des lecteurs. On était fascinés par ça et on avait envie d'imiter cela et de partir. Alors, on a commencé par voyager vers le plus lointain, inconnu. On est allé au Yémen quand la guerre venait à peine de se terminer. On était allé au Tibet. Oui, au Mali, au Tibet. Oui, j'ai joué le rôle de Tintin au Tibet, sur la montagne de Tintin au Tibet, sur une expédition dans un 8000. Mais avant, voilà, on voulait voir les frontières les plus lointaines. Et puis un jour, on a lu un auteur qui s'appelait Kipling, Rudyard Kipling, le livre de la jungle, mais qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme qui voulut être roi, The Man Who Would Be a King, qui a été tourné au cinéma. Et Kipling a écrit un livre fabuleux dans les montagnes de l'Himalaya, où il n'a jamais mis les pieds, mais il a envoyé 2 héros anglais qui voulaient devenir rois d'un pays, le plus lointain possible. On a lu ce livre, on a perdu la tête. On a dit,
C'est incroyable, Kipling. Il y a un peuple, paraît-il, qui vit encore comme à l'époque de Kipling. Il s'appelle les Kalash. Et en fermant le livre, on a fait le pari avec Viviane d'aller chez les Kalash. Et on y est allé, on n'a rien compris. On a vu des gens à l'envers de notre civilisation. Les femmes portent des coiffes de coquillages, de 4 kilos sur la tête pour les sacrifices, pour aller au champ. Les Kalash font des grands sacrifices pour leurs dieux. Ce sont les derniers chamanistes de l'Himalaya. Ils ne sont pas chrétiens, pas musulmans, pas hindouistes, pas bouddhistes. Les derniers à parler une langue, Kalash, à avoir une religion chamaniste, Kalash. Rien n'a été jamais écrit sur ce peuple. On y allait une fois et on s'est dit, on y retourne. Et ça a duré 15 ans. 15 ans. Voilà. Et on est devenus ethnologues tous les deux. D'accord, d'accord. Ah ouais, Voilà. ouais. Avec Viviane, on Oui. va parler de Viviane, comme on va parler aussi de l'illustrateur de ce magnifique livre, Les poissons viennent de la forêt. Revenons encore à cette renaissance, à ta renaissance par les voyages, je pense aussi par l'écriture, comme un auteur. Je pense qu'un auteur a droit à des naissances multiples, à une naissance multiple. Un auteur peut être régénéré par Chaque fois. à chaque fois, Chaque fois. à chaque publication, à chaque. Mais là, par exemple, en ce qui concerne le protagoniste de ce livre, le héros narrateur, Keita, et d'emblée, à l'ouverture du livre, ben, je suis mort. Keita, je suis Keita, je suis mort. Depuis que je suis mort, je suis devenu bavard. Moi, Keita, je suis mort. Et depuis que je suis mort, je suis devenu bavard. Croyez-moi, j'ai tout le loisir de contempler le monde et de commenter l'agitation de mes descendants. Ça m'occupe, ça m'amuse, même si personne ne réplique à mes critiques ou ne répond à mes questions. Parfois, je me permets d'envahir l'esprit d'un vivant, d'influencer ses rêves, de lui suggérer des actions. Il m'arrive de me glisser dans les corps de danseurs ou de malades, de les mettre en transe, de les posséder et de m'exprimer par leur bouche et leurs gestes. Mais je n'abuse pas de ce pouvoir que nous, les défunts, nous conservons après avoir rendu notre chair à la terre. Je devine que mes propos doivent vous paraître étranges, surtout si vous n'avez jamais approché le cœur profond de l'Afrique. Laissez-moi alors vous éclairer. Mon expérience peut vous aider à comprendre. N'ayez crainte, vous ne me dérangez pas. Bien au contraire, j'ai tout mon temps. La seule faveur que je vous demande, ne m'interrompez pas. La parole d'un vieux en Afrique ne se coupe pas. Et pour être vieux, je le suis. Je compte quelques siècles et mérite votre respect. Et pour tout vous dire, j'ai besoin de votre attention avant de prendre une grave décision. Alors, je voudrais juste finir sur les Kalash, parce que pour ces histoires de renaissance, justement, on a vécu une expérience que peu d'êtres vivent. Nous avons vécu pendant près de 15 ans aller-retour dans un peuple qui est menacé de mort, justement, qui est dans une réserve. Quand on dit réserve pour les humains, les Indiens d'Amérique, les aborigènes d'Australie, c'est pas bon pour eux. Généralement, quand on les met en réserve, c'est qu'on veut s'en débarrasser. Nous, on a vécu pendant 15 ans avec un peuple en réserve et on a su l'importance de témoigner d'un peuple qui va disparaître parce qu'on n'est pas assez civilisé pour accepter la différence. On n'est pas assez tolérant. En plus, il y a la guerre. Voilà. Donc, on est devenu ethnologue, on a écrit beaucoup sur les Kalash et on a su que toute notre vie, ce serait ça. D'aller vers ceux qui n'ont pas eu le droit à la parole. Alors, après les Kalash, il y a maintenant 20 ans d'enquête sur les mémoires assassinées de l'Afrique. Et pour revenir tout de suite à Keita, c'est au cours de ces enquêtes sur les mémoires assassinées de l'Afrique, et Dieu sait s'il y en a eu ces 5 derniers siècles à cause de la traite, de la colonisation, du pillage. Notre itinéraire est parti du Mali pour aller au Cap-Vert, tomber dans le chaudron de la langue portugaise, Lisbonne noire, parce qu'on ne sait pas, à l'école on ne nous a pas appris qu'il y avait 4 siècles de présence africaine à Lisbonne, que les premiers esclaves... 4 siècles de présence Oui, ils n'ont pas été vendus aux Antilles par Christophe Colomb, n'étaient pas partis, que les premiers esclaves arrivaient à Lisbonne. 1450, il y avait déjà... J'ai lu ça récemment, je crois, dans le livre de Léonore Miano, là, le dernier saison, une saison
d'ombre, je crois. En fait, je ne peux pas, je peux pas me Alors, tromper. c'est possible, on commence seulement à avouer que À exhumer cette histoire. la grande ville européenne à avoir connu autant de présence d'esclaves, c'est Lisbonne. Donc on a découvert toutes ces choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et travaillant sur le monde portugais, nous sommes allés un jour dans un petit pays que personne ne connaît, São Tomé et Principe. Alors comme ça ne dit rien à personne. Il faut dire que c'est le pays le plus facile à situer sur une carte. Il y a une ligne, l'équateur, une autre ligne, le méridien Greenwich, et bien ces deux lignes se croisent au milieu du monde, juste à 200 km à l'ouest du Gabon et au sud du Cameroun et du Bénin. Et là, il y a deux petites îles qui étaient cacaoyères et l'histoire de l'esclavage est passée par là. Et ça remonte au début du XVIe siècle. Là, les Portugais ont déporté des esclaves du Bénin parce qu'ils ne voulaient pas cultiver la terre, le schéma habituel. Et ces esclaves ont tellement rendu service à la couronne portugaise, puisque les Portugais, ils voulaient, sur l'équateur, la ligne de l'équateur, ils voulaient planter du blé, de la vigne et de l'huile d'olive, enfin des oliviers. Les esclaves leur ont appris, ben non, on mange des ignames, on mange des racines. Et fait unique dans notre histoire, puisque c'est notre histoire à tous, Haïti, Brésil, São Tomé, Cap-Vert, l'Europe, c'est notre histoire commune. Pour la première fois, la couronne portugaise a dit « Ah, ils nous ont sauvés, nous allons affranchir les premières femmes et nos premiers enfants avec, évidemment, des femmes noires, parce que la société de São Tomé est née métisse. » Ça ne se reproduira jamais. Mais ces premiers noirs qui vont participer à l'histoire de São Tomé jusqu'à aujourd'hui, ces familles métisses ont le pouvoir à São Tomé aujourd'hui, petit pays indépendant depuis 1975, mais il y a des esclaves qui, dès 1520, ont eu le courage de ne pas accepter la situation et de s'enfuir. Il y a 1520. 1520, on appelle ça des nègres ici. Au Cap-Vert, on dit vadiou. Au Brésil, on dit partir dans les quilombos. Bon, ces gens-là, on les a appelés les angolares. Ils se sont enfoncés dans la plus dangereuse, cruelle forêt équatoriale qu'on puisse imaginer. Et là, c'est là que Keita va... Voilà, Keita fait partie de ce peuple, des angolares. Et il a fallu que je les approche pour connaître leur histoire. Mais il faut dire, James, que c'est le seul cas au monde d'un peuple de nègres de fugitifs, qui n'ont jamais été rattrapés par le pouvoir colonial. Et Dieu sait si le Portugal a essayé. Ils se sont enfoncés dans la forêt, mais ils n'ont jamais retrouvé les angolares. Et les angolares ne sont sortis de la forêt qu'en 1877, quand ils ont entendu le mot abolition. Voilà, 3 siècles, plus de 3 siècles et demi. C'est un cas unique dans notre histoire humaine. C'est pour ça que, ayant connaissance de ce peuple, je voulais rendre hommage à des grands résistants de notre histoire, des peuples qui sont battus, ils sont retournés à l'âge de la pierre pour vivre dans ces forêts. Oui, ils ont fait des razzias pour aller prendre des armes, pour voler des femmes, pour ramener et augmenter le peuple. Jamais ils ont été repris. Résistance maximum. Est-ce que l'auteur que tu es, Jean-Yves Laude, qui commence son histoire par... Moi, Keita, je suis mort. Oui, est-ce que toi, tu ne tues pas, tu n'assassines pas un héros pour le faire vivre après? Non. non. J'ai écrit chez Actes Sud pour adultes, puisque j'écris pour les adultes, j'écris pour les enfants. Donc... Mais écriture pour adultes, justement, on va en revenir par cette histoire d'écriture pour les adultes, pour cette question de frontières, les adultes et les... Il n'y a pas de frontières. Justement, parce que là, ce livre... c'est un livre qu'on peut lire à 100 ans et même plus. Oui, non, c'est parce que le livre chez Actes Sud, je me suis dit, il manque un chapitre. Le chapitre sur les angolares, c'est pas assez important. Ce peuple est trop important pour l'histoire de l'humanité, il faut y retourner. Et là, comme je connaissais un ami angolares, il m'avait vu à la télévision à Lisbonne, il m'a dit, ce que tu fais, ça me plaît, je vais appeler mon père. Et son père est venu pendant des après-midi. Comme ils avaient confiance en nous, en notre démarche, ils nous ont donné pas les secrets. On ne donne pas les secrets d'un peuple à quelqu'un qui est nomade. Mais ils nous ont permis de comprendre, d'approcher un peu. Nous, il faut qu'on puisse permettre de comprendre une société et de la retransmettre à d'autres. C'est eux qui nous ont donné les clés pour approcher la pensée angolares. Et c'est avec eux qu'on a posé les lignes du scénario, puisque je veux vraiment rendre un hommage et je ne veux pas trahir un peuple. Alors ce sont eux qui nous ont dit, oui, chez les angolares, on croit que tout homme a eu une vie avant de vivre celle de vie sur Terre. Là. Et on le sait surtout quand un enfant naît avec un handicap. Hein, il ne marche pas, il ne parle pas. Alors à ce moment-là, il y a toujours une vieille dans la société qui dit « Oh, cet enfant,
À une vie. À une vie antérieure et en revenant Le vivre. karma. Oui, un peu, mais c'est Voilà. pas indien quand même, c'est pas le même sens. Mais il n'a pas payé une dette à sa famille qu'il a quittée. Donc c'est pour ça. Alors il faut faire un sacrifice, il faut faire une offrande. Et on m'a expliqué, mais on ne m'a pas permis de le voir, mais j'ai pu savoir ce que c'était que le sacrifice, le diagnostic. Et j'ai bâti toute mon histoire. Mon héros, d'abord il est mort. Il a fait partie de cette histoire des Neg Mahon. Et dans une razzia, ça s'est mal passé pour lui. Il a défendu son peuple et il s'est fait tuer. Et puis depuis qu'il est mort, ma foi, il a le temps de regarder le monde, puisque dans les sociétés du vaudou, ici on est en Haïti, société du vaudou, qui vient du Bénin, São Tomé, sur la route du vaudou. Donc moi c'est un phénomène qui m'intéresse beaucoup, c'est un phénomène, une pensée religieuse de l'homme qui m'intéresse beaucoup. Eh bien, dans la pensée du vaudou, on pense que les morts communient avec les vivants. Toutes les fêtes sont faites pour les morts ne sont pas morts. Ah non, ils ne sont pas morts. Et on dit quand il y a des grandes fêtes que les figurants ne sont pas bons parce qu'ils ont du génie, c'est parce qu'ils sont montés par un ancêtre qui a joué ce rôle, les chevauchés montés. Voilà, donc mon héros a eu le temps de regarder la société évoluer et un jour il décide qu'il va venir aider son peuple et qu'il va revenir. Et il va profiter d'une fête qui s'appelle le Danso Combo, qui est une fête merveilleuse avec des masques, un échassier, c'est vraiment le mélange des humains et des esprits, pour se choisir un père et une mère à sa convenance. Voilà, il va revenir, le deuxième chapitre, il est né, il ne se souvient plus de son passé, il va naître handicapé, ce qui me permet de parler de toutes les traditions. Son père est le plus grand pêcheur de la société, le maître absolu, le lichassier, un héros. Il a eu 6 filles. Alors il voudrait bien un garçon pour transmettre le savoir, quoi. Et puis ce garçon, en fait, quand il va guérir, il ne va s'intéresser qu'à la forêt, au grand désespoir de son père. Et tout le livre, c'est les tentatives de ces deux êtres que tout sépare et que la vie va finir par réunir, mais il va falloir que le père et le fils fassent de gros efforts sur eux. Même la bonne volonté a ses limites. Je crois avoir usé mes réserves à attendre un regard bienveillant, une lueur d'intérêt dans les yeux de mon père, une parole. Les rares questions qu'il m'adressait, à la maison seulement, concernaient mes progrès scolaires. Il veillait à mon assiduité et contrôlait mes résultats avec sa coutumière sévérité. Il prévoyait mon prochain départ d'Anguéné et ma réussite ailleurs, le plus loin possible des trésors que nous n'avions pas réussi à partager, qu'il n'avait pu me transmettre. Je crois avoir été un adolescent soucieux, tourmenté par le désir de bien faire et déçu de toujours déplaire. Chaque matin, je me postais sur les escaliers de l'ancienne douane portugaise qui domine de sa masse sombre le mouillage des barques. Je réparais les filets à l'ombre de ces ruines hautes et sinistres, aux murs noircis par l'humidité. Le ciel se faufilait par les brèches des fenêtres béantes. Il n'y avait plus de toit. Je réparais, cousais tout en ruminant le même espoir qui chaque jour maigrissait. Quand il rentrait de la pêche, Ngopa, mon père, ne pouvait pas ignorer ma présence. Je n'avais pas besoin de lever la tête et de scruter l'horizon pour savoir qu'il approchait du rivage. Une coulée de rire glissait du village et précédait son retour. Les revendeuses de poissons étaient sûres d'être bien servies par le maître des rascasses et elles se pressaient à l'annonce de sa barque. Donc moi j'ai voulu rendre hommage, me mettre oui, pas au service, oui, d'un peuple qui a toujours été méprisé. T'es pas marxiste du tout. Non, 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 moi je serais alors, puisque cette question n'est pas innocente, et puisqu'on est en Haïti, moi je serais plutôt dans le sens du collectif, comme Jacques Roumain l'imaginait dans Gouverneur de la Rosée. Je sais, est-ce que la combite c'est du marxisme? La combite non, c'est un collectif bien compris. Tout seul on fait rien. À tous, avec les tambours et les voix, eh bien on fait revenir l'eau de la source qui est à 1 kilomètre. On fait des grandes choses. Est-ce que c'est être marxiste? Est-ce que c'est être fixé par une idéologie? Non, c'est du marxisme irrigué par les sources vaudou. Voilà. Et moi ça me va bien. On remet les pendules à l'heure. On ne fait rien sans les autres. Et on est dans un monde de tel individualisme qu'on a perdu ce sens-là, tout pour soi. C'est la société entière qui va se casser la figure. Et moi, je rends hommage à Jacques Roumain. C'est un livre
que j'ai lu, alors pour Renaissance, j'ai lu 3 ou 4 fois dans ma vie. À chaque Gouverneur de la Rosée. Ah oui, Gouverneur de la Rosée fait partie de mes grands livres. C'est un livre d'une écriture simple, poétique, pleine d'inventions et qui raconte une histoire merveilleuse et qui démontre que là, voilà. On a du courage, on a de la volonté et puis on essaye d'emmener les autres. Alors effectivement, s'il n'était pas mort, le héros deviendrait-il un chef, un tyran, un dictateur? Et serait-il tellement charismatique qu'il étoufferait les autres? Manuel. L'histoire ne le dit pas. Non. Il meurt avant. Et le traître aussi, on ne dirait pas qu'il triomphe, mais... Non, les deux s'en vont, ils sortent du livre. Mais ce livre m'a marqué. Voilà. Haïti m'a marqué, j'y suis venu en 1977, à l'orée de notre travail au Pakistan. Et c'est en vivant parmi des familles haïtiennes, en 1977, qu'on a enfin compris, oui, en 77, entre 2 voyages chez les Kalash, on a compris l'intérêt de comprendre un pays, Haïti, en vivant chez des gens. Et là, tout d'un coup, on n'était plus spectateurs. On avait des questions à poser, on les demandait, et on a fait le tour du pays. Je me suis jeté sur la littérature haïtienne, sur Roumain, Stéphane Alexis, sur Jean Métellus, sur René Depestre. Bon, on lisait tout comme avec une gourmandise, comme on mangeait le riz à pois et comme on buvait le clairin. On a avalé Haïti et Haïti nous a bouleversés parce que, voilà, comme on disait, on ne nous apprend pas ça à l'école. 1804, grosse défaite de Napoléon, c'est pas dans les manuels, c'est en dessous. Black Boulet. Ouh là là là. Donc on n'apprend pas ça. On ne nous dit pas que c'est un des faits de l'histoire humaine sans précédent. Le 1er janvier 1804, c'est sans précédent dans l'histoire humaine. Donc il faut faire son chemin d'adulte pour tout d'un coup remonter l'histoire et redécouvrir, et la dette inique que Haïti, vainqueur, va devoir payer, souboyer, et qu'elle va payer pendant 100 ans, et qu'on va être obligé de couper les arbres pour donner de la terre aux paysans, et qu'on va devoir payer le café, vendre le café au moindre prix. C'est quelque chose de bouleversant quand on prend conscience de ça. Parce que c'est un des mensonges, c'est une entourloupe de l'histoire. Et après, on va dire Haïti n'est pas apte au progrès quand on l'empêche de construire des routes, quand on l'empêche de faire des hôpitaux, des écoles, quand on empêche son peuple d'accéder à l'éducation. On va dire que Haïti n'est pas apte au progrès, alors que c'est vraiment un complot international. Donc Haïti a répondu par son génie propre. Alors c'est vrai, toute cette histoire, cette souffrance a accouché d'une culture exceptionnelle. Pourquoi Haïti est-elle une grande nation comme ça? Pourquoi elle accouche d'une des plus grandes littératures du monde? Pourquoi? Alors oui, on dit toujours les épreuves favorisent. Oui, oui, bien sûr, il y a de grandes poésies que dans les peuples qui ont envie de crier. Hein. Et Haïti s'exprime et donne. Pour moi, Haïti est un modèle pour l'humanité. À lui seul, Haïti ferait partie du patrimoine de l'humanité, comme pays. Voilà. Pays, je ne sais pas pourquoi, en lisant Les poissons viennent de la forêt, j'ai pensé à Toussaint Louverture. Là, à un moment donné où tu parles de la puissance végétale du père de Keita, et j'ai pensé au chant général de Neruda. Je peux me... Mais j'ai pensé à... Alors, moi, dans mon personnage, il y a l'idée de transmission, plutôt. Ou l'idée de ce savoir accumulé par les générations. Bon, mon héros n'a pas de velléité politique de changer le monde, il ne va pas prendre d'assaut une nation pour la bouter hors du pays. C'est seulement quelqu'un qui a acquis le savoir. Moi, j'ai été éduqué par l'Afrique. En Afrique, on dit que le savoir est une chose bien trop précieuse pour le donner à tout le monde. On dit que le savoir, c'est une graine que l'on met dans la terre, qui doit donner un arbre qui va pousser et donner des fruits. Alors ça, on ne peut pas donner cette graine à tout le monde, ça, c'est pas possible. Alors bien sûr, ça va choquer ceux qui défendent l'école de la République, on lève le doigt, on doit avoir une réponse. Non, non, en Afrique, on dit non. Le savoir, c'est trop important. Il faut savoir à qui on le donne. Et il y a des anciens, des vieux, comme on dit en Afrique. C'est pas un peu obscurantiste sur les bords? Non, mais même pas sur le bord. Non, non, c'est une histoire d'équilibre et de maintien des mystères. Les Africains disent, les Blancs, ils veulent tout écrire. Et le savoir dans les livres est figé comme du jus de sauce de viande refroidie. Ils disent que la seule parole est la parole qui sort de la bouche, elle est chaude. C'est un conflit de culture, mais l'oralité est une culture, est une littérature. L'écrit est une culture, est une littérature. On a besoin de cette complémentarité, on n'a pas besoin de ce... Il ne faut pas rejeter dans l'obscurantisme ou dans le passé, c'est deux mondes qui devraient s'enrichir les uns les autres. Quand Amadou Hampâté Bâ dit,
Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. brûle, phrase mondialement célèbre. Il veut dire, ben voilà, il y a des savoirs qui s'en vont avec les vieux. C'est dommage. La société Kalash avec laquelle j'ai vécu, elle va mourir. C'est le monde entier qui perd une explication du monde fondamentale, une langue fondamentale. Les Angolares, c'est le premier livre jamais écrit au monde sur ce peuple parce qu'on les a ostracisés, on les a méprisés pour avoir résisté. Un peu comme Haïti. Ils ont résisté et ils reçoivent le mépris en échange. Anormal. Donc mon travail avec Viviane, ça a toujours été de valoriser ceux qui n'ont pas eu accès à la parole. Ça, on s'est donné comme ligne de conduite ça. Essayer de relire l'histoire derrière la façade des discours officiels. C'est bien plus intéressant. Je ne suis pas centrisme, ni europo, ni négrocentriste. C'est pas parce que je défends cette lecture de l'histoire, en revalorisant l'Afrique, que je suis spécialement négrocentriste. Non, je dis que la façon dont on a présenté l'histoire, on a tout perdu. On a tous perdu par ces mensonges idéologiques qui ont construit, effectivement, et qui ont construit le racisme d'aujourd'hui, parce qu'il y a un divorce entre le Nord et le Sud, on n'arrive pas à le rattraper, et on perd un temps précieux, on ne peut pas s'appuyer sur la culture des autres, on ne peut pas s'enrichir. Donc je suis là uniquement pour porter aux miens une autre vision de la vie, du monde. Et en Afrique, on dit que le vrai voyageur, c'est le fils qui quitte le village, et qui sait qu'il va revenir après un long chemin et s'asseoir près de sa maman pour lui dire toute la richesse qu'il a accumulée sur son chemin. Voilà, moi je suis un voyageur dans le sens que je rentre toujours chez moi parce que j'ai besoin de dire aux miens, de transmettre aux miens ce que j'ai eu la chance d'apprendre chez les autres. C'est ça que je veux vivre. Il y a dans le monde un rhum reconnu comme étant le rhum des rhums, le rhum des connaisseurs, Barbancourt. Un rhum qui n'imite rien ni personne. L'original, le seul qui utilise exclusivement la canne du terroir. Depuis 1862, le rhum des Haïtiens, Barbancourt, le rhum des connaisseurs. Je passais 6 heures encore sur le lieu d'abattage à éventrer l'arbre, à le creuser. Je lui donnais forme. J'aménageais le vide intérieur. Je préparais les banquettes. Il n'était pas question de trop l'achever, sinon le canot aurait pu être endommagé lors de l'acheminement jusqu'à la plage. 2 jours plus tard, flanqués d'une compagnie de 30 tireurs, nous étions de retour sur le lieu de coupe. Avant d'engager l'effort collectif, j'ai mis des promesses pour assurer l'avenir de l'embarcation et de son capitaine. En prévision de cette cérémonie des vœux, j'avais apporté du vin rouge et de l'eau de vie. J'adressais des demandes de protection à nos ancêtres pêcheurs. Je prononçais les noms des défunts. J'invoquais les montagnes sacrées, Bachana, Makulu. Ces montagnes séparent Anguéné du Rio Grande. J'exprimais le désir de mon père de renouveler l'alliance avec les vagues et le vent. Je priais les forces invisibles de concentrer leur faveur sur cette barque. Autoriser son propriétaire à attraper beaucoup de poissons grâce à ce canot bien fait dans les règles. Jean-Yves Laude, tu as travaillé avec un illustrateur. Oui. Et comment cela s'est passé? Est-ce que tantôt il t'a envoyé des dessins ou tu as envoyé le manuscrit dans sa version intégrale? Oui, oui. Ça c'est la manière classique. Le texte doit être fini, accepté par l'éditeur, et après il le transmet à l'illustrateur. J'ai la chance, Zébelin, de pouvoir choisir mes illustrateurs. Et là, en France, il n'y avait pas beaucoup d'illustrateurs qui connaissaient Santomé. Alain Corbel, qui a passé toute sa vie professionnelle à Lisbonne,
donc qui est est marié à une santoméenne. Donc lui seul pouvait comprendre et approcher intimément la réalité très mystérieuse et secrète de ce pays santomé, très peu connu dans le monde. Et il pouvait approcher les mystères du vaudou, du danse au Congo. On ne dit pas vaudou, on dit djambi. Djambi, à Santomé et à Principe, c'est djambi. Mais c'est la même chose. Moi aussi, tiens à rendre hommage au vaudou comme une stratégie exceptionnelle de résistance des peuples conquis et soumis et qui, clandestinement, comme pour la langue, comme pour les créoles, ont inventé un moyen de survivre et de se guérir collectivement, puisque qu'est-ce que c'est d'autre que le vaudou qu'une thérapie collective pour soigner l'âme blessée et appeler les esprits d'Afrique sur un territoire recréé de l'Afrique et permettre aux êtres de survivre dans cet exil-là. Donc pour moi, là aussi, je salue l'intelligence, l'adaptation, la capacité d'inventer pour pouvoir vivre. Et le vaudou, pour moi, reste un exemple. Santomé est une des terres les plus mystérieuses et les plus extraordinaires que j'ai eu la chance de visiter dans ma vie. Je suis encore fasciné par ce pays. Et Dieu sait, j'ai vu l'Himalaya, j'ai vu de belles choses dans ma vie. Santomé, c'est un pays rare. Donc, après Santomé, on est allé au Brésil et je suis dans ma période brésilienne, mais Haïti m'attirait, il fallait que je revienne. Parce qu'Haïti fait partie de cette histoire. Oui, tu vois que tu fais des pépites brésiliennes. Il y a ce livre, publié Chacte Sud, voilà, pépites brésiliennes. Oui, on va se retrouver à Saint-Malo parce que c'est l'année du Brésil, cette année, un peu. Donc Pépites brésiliennes sera un des livres invités du Grand Festival des Étonnants Voyageurs. Ouais, c'est magnifique cet album, le voyage de l'empereur Kankou Moussa. Oui, je suis d'auto. Oui, c'est assez. Ah oui, je dis que je suis fier de cet album. Oui, parce que c'est pas un album jeunesse, c'est un album pour tous les âges, mais qui raconte une vraie histoire de l'Afrique. C'est pas une légende, c'est une histoire. Vraie histoire, une histoire réelle, pas inventée. Non, mais on peut commencer pareil. Il était une fois. Au XIVe siècle, un des plus grands empires du monde n'était pas en Asie ou en Europe, il était en Afrique. Et un des pays les plus riches du monde était le Mali. Aujourd'hui, Mali, pays pauvre. Le Mali a été un grand pays qui avait deux trésors. Qui avait l'or, du bourré et du bambouk, deux vallées aurifères, mais qui avait un autre trésor encore plus précieux, c'est Tombouctou. Les universités Tombouctou, où on professait déjà la poésie, la médecine, les mathématiques, où on arrivait d'Andalousie pour suivre les cours à Tombouctou. Et il se trouve que à cette époque-là, l'empereur s'appelait Kankou Moussa. Un homme très riche, il disait mon or part en Europe à travers les marchands arabes qui viennent le chercher, mais on ne me connaît pas beaucoup au nord et un grand souverain comme moi devrait être connu. Alors il décida de faire un voyage, de partir, les textes arabes nous disent 14 000, 60 000 personnes à travers le Sahara, qui était beaucoup plus ouvert qu'aujourd'hui. Il y avait des étapes. Il part à travers le désert, il décide d'aller à la Mecque, il vient de se convertir à l'islam. Il arrive au Caire. Au Caire, le sultan le reçoit, Kankou Moussa déploie de l'or pour tout le monde, et un jour le sultan lui dit, Kankou Moussa, comment êtes-vous devenu roi du Mali? Et Kankou Moussa va faire une des réponses qui aurait pu changer la face du monde et toute notre histoire. Kankou Moussa répond, il dit « Je suis sur le trône du Mali parce que celui qui était avant moi ne pensait pas que la mer des ténèbres, l'océan Atlantique, on l'appelait comme ça, était sans limite. Il a utilisé l'or du Mali pour construire une flotte de 2000 barques, les textes arabes disent 2000 barques, on ne sait pas s'il y a des barques arabes. Il en a pris la tête en me disant « Toi, mon frère, mon demi-frère Kankou Moussa, tu prends le pouvoir pendant mon absence, mais le roi c'est toujours moi, et jusqu'à mon retour, mais il est parti du côté de 1310, 1311, et il n'est jamais revenu. » Ça, c'est 180 années avant Christophe Colomb. Alors vous pensez bien que le siècle suivant, on a tout fait pour étouffer cette histoire, parce que le siècle suivant, les Noirs partaient pas riches, pas souverains, enchaînés, et ils traversaient en tant qu'esclaves. Donc, pour construire l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui, il a fallu effacer celle-là. Tous nos chers savants en Europe connaissent parfaitement cette histoire, ont écrit des livres merveilleux sur le Mali médiéval avec toutes les encyclopédies arabes, et cette page que je viens de vous raconter, on en a fait une boulette à la poubelle. Pourquoi ? Sciemment. Alors que quand on est scientifique, quand on est un savant, on vérifie. Un scientifique vérifie, doute et vérifie. Là, on a dit,
L'histoire que raconte Kankou Moussa sur son prédécesseur, c'est le vent de l'oralité africaine. Le vent de l'oralité africaine. Mépris alors que c'est écrit dans une encyclopédie. C'est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce jour-là, quand on a eu connaissance de cette histoire, que bien sûr on ne m'a pas appris à l'école, Viviane et moi, on a décidé de devenir inspecteur de police littéraire et de partir. C'est le début de nos aventures chez Actes Sud, d'enquêteurs littéraires sur les mémoires assassinées de l'Afrique, à partir de cette histoire-là. Jean-Yves Laude, à t'écouter parler avec une telle passion de l'histoire haïtienne, de l'histoire d'Haïti, avec un tel enthousiasme, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose dans ton... comme projet, justement, comme tu as fait, par exemple, pour les livres. Réincarnation. Non. Est-ce que tu as un projet à chantier sur Haïti, sur l'histoire d'Haïti? Oui, je voyage toujours avec un projet, oui. Oui, il y a une belle histoire collective qui s'est mise en place autour de l'action éducative de Bobby Duval, autour de l'Athlétique Haïti. Cette histoire me plaît beaucoup, dans un quartier que les autres montrent du doigt, et il y a eu un territoire d'espace où les enfants de conditions faibles jouent au foot, ont un repas chaud, il y a une école, et un repas, et en plus c'est ouvert il y a quelques années un centre de tri de ce qu'on appelle les fatras. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir que tout cet aspect éducation, sport, valorisation, associé aux fatras. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il y a des fatras en Haïti, il y en a dans le monde entier. Mais tout d'un coup, ici en Haïti, il y a un laboratoire qui se crée pour voir si on ne pourrait pas transformer les fatras en richesse. Eh bien oui. En énergie. À Croix-des-Bossales, il y a des fatras organiques, à 80% organiques. Et ils sont traités dans ce petit centre de laboratoire. Et à partir de ça, il y a un des meilleurs composts qu'on puisse trouver en Haïti. Il est là, dans ce centre de laboratoire. Mais ce n'est pas une pratique culturelle d'utiliser le compost, où ça reste un peu cher, où les ruraux qui sont venus à Cité Soleil ont perdu le sens du jardin. Et puis voilà, il faut trouver des lignes d'accompagnement. Mais il y a une filière de récupération du papier et du carton pour faire des briquettes carton qui sont beaucoup moins polluantes, moins chères que le charbon de bois, et qui sont à terme une substitution du charbon de bois. On sait combien le charbon de bois coûte en arbre à Haïti, et il y a un danger mortel. C'est pas pour faire des barques, hein, c'est pour faire... Là, c'est pour faire du charbon de bois. Donc, il faut certainement un jour transformer la filière en briquettes carton, tout en sachant qu'il faudra accompagner ceux qui produisent, les bûcherons qui produisent le charbon de bois, parce qu'on ne peut pas les planter comme ça. Il faut, voilà. Mais toute cette action de l'Athlétique Haïti qui m'inspire pour un roman, une fiction, elle se passe dans un lieu qui s'appelle Cité Soleil. Et là aussi, j'ai enquêté pendant 3 semaines, et je suis allé voir tous les artisans, les gens de valeur qui retraitent ce qu'on appelle les déchets industriels, qui font ces fameux drums, qui font des sacs avec les bagues plastiques qui sont autour des sodas, qui font des briquettes carton. Tous ces gens d'invention. On a filmé un groupe de rap, parce qu'aussi il y a eu un projet de film et un projet de livre, un documentaire de valorisation à partir d'idées de Fatra, qui doit aujourd'hui changer de sens. On doit tuer les préjugés. Pour que les fatras fleurissent. Non, pas fleurissent, mais que les fatras deviennent une richesse. Et oui, on appelle ça Donc les roses émergent des fatras. Oui, peut-être, mais on appelle ça l'énergie de seconde génération. Le pétrole ne sera pas éternel. C'est les ordures, les immondices, les fatras, les déchets qui vont nous sauver la vie. Et ça, il faut le voir. Il ne faut plus arrêter de dire « Ah, les fatras, c'est pas beau, c'est honteux, je le jette dans la ravine la nuit ou le matin ». Non, il faut effectivement changer d'attitude par rapport à ça. La ville propre, tous les groupes de rap que j'ai entendus depuis que je suis là ne parlent garder la rue propre, la ville propre. Je pense que ce n'est pas péjoratif, au contraire, c'est extrêmement dynamique. Donc oui, le titre provisoire du roman, c'est Prince au pluriel des fatras. Oui, d'évidence, il y aura un parallèle avec Gouverneur, avec S de la Rosée, Prince des fatras. Jacques Roumain, c'était la combite pour le collectif pour trouver de l'eau. Aujourd'hui, en 2014, dans une cité qui a souffert beaucoup de l'histoire, c'est peut-être retrouver l'élan solidaire pour résoudre le problème d'une image, d'un double nettoyage de l'espace, du paysage et de cette image que la Cité Soleil ne mérite de toute façon plus.
Et Cité Soleil, c'est un soleil, ou plutôt à ce mot, Oui. Viviane, un mot plein de vie qui Oui. revient à chaque fois dans Oui. cette discussion. Oui. Tu peux nous parler plus de Viviane? Le collectif commence quand on est deux, hein, déjà. Donc moi j'aime bien travailler en groupe, j'aime bien raconter de belles histoires. Comme je dis, voyager à deux est merveilleux parce que les sociétés que l'on a traversées, avec lesquelles on a vécu, sont toujours composées d'hommes et de femmes. Les femmes ont des mystères inaccessibles aux hommes, les hommes ont des mystères inaccessibles aux femmes. Voyager à deux, c'est avoir 2 fois plus de chances de comprendre la société. Et puis, les sociétés qui nous ont acceptés, parmi elles, nous comprennent mieux. Un couple, c'est plus facile à comprendre, à entendre, à agréger dans la société. Donc, on a toujours partagé, on est devenus ethnologues, docteurs en ethnologie ensemble. C'est un des rares voyages que je fais sans elle, mais on est une dynamique beaucoup plus forte, une compréhension, le doute, pouvoir discuter. C'est très très important dans ma vie d'écrivain de vivre, de voyager, de travailler. J'écris parce que j'ai la passion d'écrire et Viviane a plus la passion des recherches. Donc dans nos romans chez Actes Sud, on a des noms littéraires. Moi je m'appelle Monsieur Lion parce que un vieux en Guinée m'a dit « Tu viens d'où toi ?» Alors je lui ai dit « Je viens de Lyon. » Ah, tu viens de Lyon, Lyon. Mais ça c'est un nom courageux pour ton village. À partir de maintenant je t'appellerai Monsieur Lion. Voilà, je me suis dit, ça c'est pas mal pour raconter nos histoires. Et Viviane s'appelle Lièvre. Alors c'est un peu marrant, lion-lièvre, mais il faut surtout savoir qu'en Afrique de l'Ouest, l'animal le plus malin, c'est pas le renard comme dans nos contes, c'est le lièvre. Ah ouais, et tous les enfants d'Afrique ont appris à lire et à écrire avec les aventures de Luck le lièvre. Même le président Senghor a écrit un livre sur Luck le lièvre. Donc dans tous nos livres, on est Monsieur Lion et Luck Viviane, puisque Viviane c'est la tête chercheuse, c'est le membre malin de l'équipe de l'expédition. Voilà, c'est notre chemin littéraire.